nos principaux cas sont j'ai un projet industriel, il me faut un partenaire externe pour combler un trou dans cette chaîne de valeur, et donc on le cherche. Et en fait, on s'inscrit dans cette tendance qui n'est pas neuve, mais qui dans les dernières années se renforce, c'est que les entreprises ont maintenant compris que se tourner vers l'aide extérieure et donc vers les startups était devenu nécessaire. 80% d'entre elles veulent le faire et plus des 2 tiers le font déjà. Donc la façon d'innover s'est étendue à l'open innovation, l'innovation ouverte, la collaboration avec des startups. Et donc, le problème, c'est qu'il y a énormément de startups par là. La façon d'identifier et d'entrer en contact avec les entreprises les plus pertinentes, ben, elle se fait soit par opportunité, donc j'attends que les startups me contactent, ou on utilise des bases de données de startups type PitchBook ou Crunchbase, ce qui a quelques inconvénients, comme on le verra, ou alors on engage des consultants qui sont par définition assez chers et au reach limité puisqu'ils sont assez lents. Et donc, le plus gros problème également se situe dans le fait qu'il y a trop de startups en général, enfin trop, il y en a énormément. Il y a un nouveau business qui ouvre toutes les 3 secondes. Alors, ils ne sont pas tous innovants, mais ça donne une idée en fait de la dynamique entrepreneuriale de l'humanité. Et donc, trouver l'aiguille dans une botte de foin, séparer le bon grain de livret, ça devient une gageure. C'est extrêmement compliqué. Et on voit énormément d'analystes passer des milliers d'heures à analyser des candidats qu'ils finiront par disqualifier pour plein de raisons. Et donc, c'est la raison pour laquelle Novable aide ces entreprises dans ce mouvement vers une innovation plus fluide et plus flexible, en utilisant à la fois une technologie basée sur l'intelligence artificielle et sur la data, mais aussi sur l'expertise de ces agents. Donc, on est dans un modèle software with a service, le modèle SOAS, c'est-à-dire qui complémente l'humain et la machine de façon à pouvoir délivrer des résultats d'une qualité de consultant dans un temps record. Et c'est cette complémentarité qui nous différencie, en fait. Alors, quelques exemples de cas, comment ça se passe. Des entreprises se connectent, enfin clientes se connectent sur la plateforme et soumettent un briefing. Alors ici, j'ai identifié trois exemples qui sont liés à la santé. Mais évidemment, il y en a plein d'autres et les briefings sont en général plus longs, mais c'est pour illustrer le fait que les briefings ne sont pas juste listez-moi des startups qui utilisent l'IA dans tel domaine de la santé. Non, c'est en général très précis. Ici, l'exemple ici, il s'agit de cibler les tumeurs humaines with primary immune cells, T cells, NK cells, tumor infiltrating lymphocytes. Donc, c'est très, très précis et en général, ça va encore plus loin que ça. Un autre exemple, c'est Complex Tissue Platforms. Donc là, on parle de cartilage modeling, joint modeling, rhumatologie, CRO. Donc le jargon est souvent très fort utilisé. Ici, c'est dans la santé, mais c'est aussi dans l'industrie, parfois même dans le nucléaire, dans des domaines de pointe. Et Novable est capable de comprendre automatiquement par la machine en fait le sujet de ce briefing et de le comparer au knowledge graph que nous avons sur à peu près 4 millions de startups ou d'entreprises innovantes dans le monde, de façon à identifier, basé sur leur activité, les candidats les plus pertinents. Voici encore un exemple qui recherche un centre de commande dans la fabrication. Ici, on est plus dans le biotech. Donc, ce sont des exemples qui sont très appliqués, qui rentrent vraiment dans une chaîne de valeur industrielle. Et c'est ce qui nous différencie, en fait, par rapport à d'autres acteurs qui sont plus data. Alors, quelques de nos clients, on remarque que ce sont des grandes entreprises, des multinationales en général, parce qu'elles sont plus matures sur l'innovation ouverte, elles ont des budgets, des équipes, des processus en place. Il y a moins besoin d'évangéliser sur l'importance de collaborer avec des startups et sur la manière de le faire. On voit qu'il y a quelques secteurs qui sont et voilà. Et l'intérêt, c'est que les multinationales, elles peuvent se sourcer partout dans le monde. Et donc, elles peuvent trouver un partenaire d'innovation en Nouvelle-Zélande alors qu'elles sont situées en Silicon Valley. Ça ne pose pas de problème, ce qui est moins le cas peut-être pour des entreprises plus petites ou plus
locales. Et on voit que dans le secteur de la santé, on discute avec quelques gros pharma qui ne sont pas listés ici, mais sinon on travaille avec des hôpitaux, des laboratoires comme Servier ou Aguetan, ou Takeda Pharmaceuticals, ou encore des organisations comme le Macmillan Cancer Support. Donc c'est un secteur aussi qui est très sensibilisé à cela. Voilà, Rihanna, je te repasse la parole. Merci. Donc, nous allons nous poser la question de pourquoi et comment collaborer avec des startups. Donc, les objectifs justement de cette keynote, c'est d'avoir une vision plus globale et pas que focus sur le secteur de la santé pour justement mettre en avant le fait que la collaboration avec des startups est importante non seulement pour la santé, mais aussi pour d'autres secteurs. Et pour cela, je vais vous présenter l'agenda. Donc, on va commencer par un icebreaker avec 3 petites questions qui vont apparaître sur votre écran. Ensuite, une keynote de présentation de Novable ainsi qu'une démonstration de la solution de scouting par l'IA. Et enfin, les quelques leçons que DPL a tirées de son engagement dans la collaboration. Et une dernière question de Q&A. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions directement dans le chat au fur et à mesure et on les reprendra à la fin. Donc, voici les questions qui vont apparaître sur votre écran. Voilà. Normalement, elles apparaissent sur votre écran. Je vais vous mettre le sondage. Voilà, normalement le sondage s'affiche. Vous Oui. avez 3 questions. Donc selon vous, quelle est l'industrie qui collabore le plus, avec des startups? 2e question, comment se situe le secteur de la santé par rapport aux autres industries? Et enfin, avez-vous déjà collaboré ou été exposé à des startups dans le cadre, de votre métier? Pour l'instant, on a 11 réponses. Une vingtaine de réponses. Je laisse encore 1 minute pour répondre aux questions. Il manque encore 13 personnes. On a 32 réponses. Voilà, donc je vais dévoiler les résultats. Voilà, que je laisse Intéressant. rebondir. Oui, alors c'est assez intéressant. On voit que dans l'industrie qui collabore le plus avec des startups, on voit que 61% des répondants ont choisi industrie, et c'est effectivement le cas. En tout cas, dans notre expérience chez Novable, dans la distribution de nos clients par secteur, euh, on constate que les secteurs les plus répondants, les plus actifs dans la collaboration avec les startups sont en général ceux qui sont le plus, ce qu'on appelle en anglais, industry heavy, donc qui ont des usines, des chaînes de production, qui ont des processus industriels assez lourds, comme l'énergie, le manufacturing, l'automobile, la chimie, le FMCG, les matériaux, parce qu'elles ont de grands enjeux de décarbonation, hein. Elles subissent des normes imposées par la régulation supranationale. Et donc, elles sont quelque part obligées de se réinventer.
Et la taille de la tâche est si importante que le faire tout seul, c'est pas possible. Donc, elles sont obligées de se tourner vers l'aide extérieure et donc des collaborations concrètes sur des projets industriels. Maintenant, il y a eu des entreprises, enfin, des industries pionnières. Hein, il y a 20 ans, même plus de 20 ans, en France, Orange était déjà très actif dans la collaboration avec des startups via leur fonds Orange Publicis Venture avec Publicis. Hein, il y avait déjà 100 millions d'euros sur ce fonds. Il y a eu aussi, dans cette même époque, Intel avec Intel Capital, donc des secteurs télécoms et technologiques qui sont logiquement plus pionniers là-dedans. Et puis, en général, en France, tous les secteurs sont concernés. De nombreuses entreprises du CAC 40 ont une structure interne dédiée qui est détenue à 100% par le groupe. Ça va de Airbus à Safran, en passant par les banques, hein, le CNP, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole. Elles ont toutes leur structure de corporate venturing. Le luxe aussi avec LVMH qui collabore énormément. Tous les énergéticiens, évidemment, comme j'en ai parlé, Engie, EDF, Total, Suez, tout cela sont dans le jeu. Mais aussi le secteur public via des fonds dédiés qui sont gérés par des sociétés de gestion réglementées comme La Poste via Xange ou SNCF Digital Ventures. Donc, c'est vrai que l'industrie répond davantage de par des conditions de marché, mais globalement, tous les secteurs sont concernés puisque nul n'échappe aux besoins d'innovation. Voilà. Alors, sur la deuxième question par rapport au secteur de la santé, je suis assez, c'est déjà un peu plus distribué. Il est clair que le secteur de la santé, il est très actif dans le corporate venturing, particulièrement à travers des fonds de corporate venture capital, donc des fonds d'investissement attachés au vaisseau amiral, aux maisons mères. Presque tous les big pharma ont un fonds CVC attaché. Et beaucoup d'experts dans le secteur de la santé disent que c'est le corporate venture capital qui va piloter le futur de l'innovation du secteur. Par contre, il y a des particularités, notamment la notion de temporalité est importante parce que les cycles de développement et de validation dans la recherche dans le secteur de la santé sont en général plus longs que ce qu'une start-up peut se permettre dans un feedback loop traditionnel pour une start-up. Donc, il faut trouver des modèles qui prennent en compte cette contrainte qui est inhérente au secteur. Et puis, la santé, c'est un secteur où il y a énormément de fonds de capital risque existants, traditionnels, des fonds VC. Et donc, en plus d'apporter du capital, il faut que les acteurs de la santé apportent une valeur ajoutée qui se différencie du simple capital, parce que sinon, les startups iront voir ailleurs. Et donc, cette nécessité d'apporter de la valeur, de donner accès à des marchés, de collaborer sur des projets de recherche est bien plus important dans le secteur de la santé que dans les autres. Et dans la santé, il y a des sujets qui sont très tendances en termes de corporate venturing, comme tout ce qui est, excusez-moi pour l'anglais, digital health, le remote patient monitoring, la télémédecine, tout ce qui est diagnostic par IA, équipements médicaux, médecine personnalisée. Tout ça, c'est des thèmes qui sont très très chauds dans les CVC actuellement. Et puis enfin, avez-vous déjà collaboré ou été exposé dans des startups dans le cadre de votre métier? Non, majoritairement. Oui, pour des collaborations concrètes. Ah ben voilà. Donc nous avons des gens dans l'audience qui savent de quoi on parle. Ce n'est pas étonnant, puisque de plus en plus d'entreprises et de professionnels le font. Je serais d'ailleurs curieux d'entendre de quelle manière ils le font. Donc voilà ce que je peux dire sur ces trois questions. Merci Laurent. Ouais. Alors, ok. Donc nous allons passer à la partie keynote. Je te laisse la main, Laurent. Oui, d'accord. Des questions. Alors, au-delà de Novable qui a développé une solution de scouting, oula, il faut que je remonte. Voilà. Voilà. Comment est-ce que je remonte? Ouais, bon, enfin, je ne sais pas, Rianato, vous pouvez remonter 2-3 slides parce que ça va trop vite là. Ouais. Je n'arrive pas à le faire. Oui. Donc, Novable a discuté et discute encore avec des centaines de professionnels de l'innovation au sein des grandes entreprises. Et on s'est rendu compte
en parlant avec eux, en dépit du fait qu'il y a une maturité de plus en plus grande et qui augmente de plus en plus rapidement, que beaucoup d'initiatives étaient prises un peu, je vais dire, sans structure, sans méthodologie, sans cadre méthodologique, sans framework, et avec peut-être des idées très préconçues, ou en tout cas des idées limitées sur les bénéfices qu'une grande entreprise pouvait attendre de la collaboration avec des startups. Et donc, au début, dans l'objectif d'aider nos clients, on a développé ce Corporate Venturing Framework en listant 100 façons dont les startups pourraient transformer leur organisation. Et vu l'engouement au sein de nos clients, on a décidé d'en faire un livre et des workshops, etc., et donc de le publier. Et donc, ce Corporate Venturing Workshop se base un peu sur le Business Model Generation Canvas que vous devez connaître, qui est ceci. Et d'ailleurs, le framework a été suggéré, enfin en tout cas présenté à un des auteurs du BMG qui nous a répondu très, très gentiment que c'était très intéressant. Donc c'est un peu comme être adoubé par Madonna quand on est Britney Spears, c'est assez intéressant. Et donc, ça part du principe que l'innovation, elle est dans beaucoup de choses. Elle est d'abord à l'intérieur des sociétés qui sont constituées de gens intelligents et formés. Et donc, beaucoup d'innovation est issue de l'interne, mais aussi dans les entreprises, dans les universités, pardon, dans les centres de recherche. C'est un peu pour ça qu'ils existent. Et la collaboration entre académiques et privés et entreprises est quelque chose qui est déjà très, très développé. Dans la société civile aussi, on retrouve beaucoup d'innovation chez les artistes, les activistes, etc. Mais aussi beaucoup, et ça c'est ce qui intéresse les entreprises, dans les startups. Les startups, en fait, elles ont les idées et les grandes entreprises ont les moyens. Et donc l'idée, c'est de faire se parler ces deux, oula, voilà, se parler ces deux animaux. D'un côté, donc, c'est corporate qui ont les ressources et le pouvoir industriel de faire bouger les choses à l'échelle, et de l'autre côté, les ventures qui ont la créativité, l'agilité, la vitesse nécessaire à l'éclosion de cette innovation. Et donc, le meilleur des deux mondes, c'est donc le corporate venturing, qui, selon moi, est une des clés dans la résolution de grands enjeux sociétaux auxquels le monde fait face, et aussi dans le maintien de la compétitivité économique de la vieille Europe, qui est un continent de nations et qui est un peu pris en étau entre la vitesse américaine et l'émergence asiatique. Et donc, c'est un des éléments clés. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé 100 bénéfices, donc 100 moyens par lesquels les startups peuvent transformer une entreprise. Alors, ce n'est pas les seuls, mais bon, c'est un point de départ. On les a organisés en 8 catégories. Donc, 4 sont dans le core business, donc qui sont liés à l'activité même de l'entreprise, et 4 catégories qui sont dans les fonctions de support, puisque l'innovation, elle peut aussi être dans ces fonctions de support, dans le procurement, dans la gouvernance, etc. Et donc, on ne va pas passer en revue les 100 parce que ce sera un peu long, mais prenons par exemple 3 exemples. Un bénéfice qu'une entreprise peut attendre d'une collaboration structurée avec des startups est par exemple le fait de rajeunir les talents dans la hiérarchie et les processus, parce que les startups utilisent en général des processus qui sont plus flexibles, plus innovants, qui sont en général en avance. Ça peut encourager une culture de la prise de risque, ça peut cultiver le leadership. Enfin, il y a énormément d'exemples. Je vous invite d'ailleurs à, à parcourir ces bénéfices-là qui sont tous décrits dans des fiches dans le livre, avec un exemple à chaque fois tiré de la vraie vie. Oula, ça va un peu trop vite, ça. Alors, ce partage via Zoom. Voilà. Et donc, chacune des fiches indique aussi le niveau d'effort à produire pour atteindre cet objectif, mais l'impact que ça va avoir sur l'entreprise et le niveau de maturité que cette entreprise doit avoir par rapport au corporate venturing pour pouvoir le déployer correctement, ainsi que des endroits où ça s'applique et des modèles d'engagement recommandés. Et donc ça, c'est en fait une liste qui est comme ça, mais elle va être articulée avec des matrices auxquelles je vais revenir.
À côté de ces 100 bénéfices, on a aussi listé 50 modèles d'engagement. À nouveau, ce ne sont pas les seuls. C'est un secteur qui évolue très vite. Et donc, il y en a beaucoup d'autres qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. On mesure aussi le taux de succès, quelque part, de certains modèles par rapport à d'autres dans le temps. Ils sont ici organisés en 5 catégories par implication croissante. On commence par juste scratcher un peu l'écosystème jusqu'à entretenir des relations avec des startups, donc ce qu'on appelle le nurture, avant de s'engager dans des projets de collaboration réels, avant d'investir dedans, et puis des opérations de transactions capitalistiques. Alors, ces modes d'engagement, ils sont plus ou moins adaptés en fonction de l'objectif ou des objectifs que l'entreprise recherche. Et donc, tout le principe du framework, c'est d'identifier les objectifs recherchés et de les articuler avec les modèles d'engagement qui sont les plus efficaces. Des exemples de modèles d'engagement, vous avez lu la liste ici, mais ça peut partir du simple startup scouting, donc où on est vraiment dans exploration de l'écosystème, mettre sur pied un accélérateur corporate, qui est d'ailleurs de moins en moins populaire, ou des programmes de secondment, une sorte d'échange de talents entre la startup et la grande entreprise. Il y en a plein d'autres. Mais vous voyez que chacun de ces modèles a des avantages, a des bénéfices, a des défis, et donc sont plus à même de permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs identifiés dans la phase précédente que d'autres. Et donc tout le jeu, en fait, c'est en se basant sur ce modèle étape par étape, donc sur ce canevas, d'identifier les bénéfices liés à la stratégie d'entreprise, ensuite les modèles qui sont les plus susceptibles de faire réaliser les bénéfices, et ça se fait à travers des matrices qui sont issues de notre expérience, de la littérature, des exemples rencontrés, de multiples interviews qu'on a fait avec le secteur, enfin avec les professionnels. Donc si par exemple vous avez ici, bon, c'est pas très lisible parce que c'est une grande matrice, mais si un des objectifs est l'objectif 13, Expand R&D Capabilities, bien vous avez ici une petite boule qui liste en fait les modèles les plus appropriés si vous voulez atteindre cet objectif-là. Et donc, en fonction du nombre d'objectifs, vous avez plus ou moins de modèles, et puis des méthodes pour choisir et prioriser les modèles à déployer, ou alors simplement confronter à ce modèle les activités que l'entreprise fait déjà, histoire de voir si on affecte les ressources au bon endroit ou d'ouvrir d'autres portes et d'autres idées. Le même principe se passe avec la feuille de route. Donc c'est aussi une matrice. Donc en fonction des modèles sélectionnés, le modèle va vous recommander de travailler sur certains points d'attention. Donc par exemple ici, je prends le même exemple du Corporate Accelerator. Vous avez un point structure organisationnelle. C'est important d'en discuter. Donc chaque point peut être travaillé. Et donc ça crée une feuille de route assez rapidement. Alors ça ne fait pas le café à la fin, mais ça permet de partir du bon pied et de structurer le travail, ou en tout cas l'analyse que vous pouvez faire sur votre pratique de corporate venturing. Alors c'est pareil aussi sur le tableau de bord, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure l'activité de corporate venturing pour l'améliorer, pour en tirer ou en mesurer les avantages, à la fois financiers, mais aussi stratégiques, opérationnels. De même, ici, en fonction du modèle, il y a une proposition d'indicateurs clés à mesurer en fonction des modèles sélectionnés. Et donc, ça veut dire que avec quelques heures de réunions, de workshops, de travail, on peut déjà avoir une vision relativement claire de ce que l'entreprise pourrait tirer comme avantage dans la collaboration avec des startups, ou de confronter ses activités existantes, ou voilà, simplement apporter de la clarté en 2 jours. C'est donc un point de départ qui est en général fort apprécié de ceux qui s'y mettent, et même s'ils sont déjà familiers avec l'activité, ça permet d'ouvrir les yeux. Et donc tout ça est résumé, détaillé plutôt dans un livre, mais allez, il est possible aussi d'organiser des workshops de 2 jours avec les équipes en question, ou de donner des conférences internes. Et donc ce framework, en fait,
initialement à destination de nos clients, de façon à savoir comment ils pourraient utiliser la technologie Novable au mieux, est finalement devenu un framework et un cadre en soi qui est utilisé par les grandes entreprises, mais aussi par des entreprises de taille moyenne, des ETI, des PME, puisque ce n'est pas réservé aux grandes entreprises au final. Voilà rapidement. Hop, Merci Laurent, nous je pouvons serais passer ravi à de la répondre aux démo. questions. Hop. Alors, oui, je vais partager mon écran et vous faire une petite démo. Hop. Voilà. Est-ce que cet écran est visible du coup? J'imagine que oui. Donc, Novable, c'est donc une plateforme et un service. Donc ici, je vais vous montrer la plateforme, mais comme je vous l'ai expliqué, la qualité de Novable, qui est garantie, vient de la complémentarité entre l'expertise humaine et la technologie. Et donc, lorsque vous êtes un utilisateur de Novable, ici c'est évidemment un compte démo, vous pouvez sur cette plateforme lancer des campagnes de scouting. On parle de campagne parce que ce sont des projets qui ont un début et une fin. C'est-à-dire que ça commence par l'introduction d'un briefing et ça se termine par la satisfaction. Donc, c'est-à-dire que vous avez trouvé ce que vous voulez. En général, les cas d'usage, comme je l'expliquais, sont la recherche de partenaires d'innovation extrêmement appliqués. Donc, on est dans ce qu'on appelle le venture clienting, c'est-à-dire je cherche un partenaire d'innovation plus petit, plus innovant que moi pour collaborer sur un projet concret, soit en achetant la technologie, en achetant le produit, soit en collaborant sur des projets de R&D. Donc, c'est vraiment très appliqué. L'autre grand cas d'usage, c'est le monitoring d'un marché. Je veux avoir une cartographie de ce qui se passe dans tel domaine. Et le troisième grand cas, c'est des grandes catégories de cas, sont tout ce qui est investissement et M&A, donc tout ce qui est transactionnel. Mais le plus important reste le venture clienting, c'est-à-dire l'objectif de collaborer concrètement. Et donc, sur ce dashboard, vous avez ici toutes les campagnes qui sont actives. Évidemment, on peut aussi les archiver. Et donc, une campagne, c'est quoi? C'est la soumission d'un briefing. Je vais rentrer dans celle-ci. La soumission d'un briefing et la livraison de ce qu'on appelle un Golden Basket. Le Golden Basket, c'est une liste de startups innovantes, de sociétés innovantes prioritisées en fonction de la proximité de leur activité avec tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas? Avec le briefing encodé. Hop, hop. Voilà. Ah, attendez, excusez-moi. Boum. Voilà. Donc, le Golden Basket, ici, est donc une liste d'entreprises qui sont triées en fonction de la proximité avec le briefing encodé. Ici, c'est un petit briefing qui fait une demi-ligne de technologie Leafy Greens pour le vertical farming. Et donc, comment ça se passe? La technologie identifie les candidats les plus proches dans le knowledge graph en se basant sur l'activité. C'est donc activity-based, et donc c'est basé sur un matching sémantique. Et donc, ces entreprises sont listées de la plus proche à la moins proche, avec des commentaires de l'expert de Novable qui explique pourquoi cette société est en premier lieu ou en deuxième lieu, avec des informations un peu globales, des informations ESG, des mentions dans les news, des topics, est-ce qu'il y a des brevets, oui ou non, des informations sur le modèle économique, le business model, des sociétés de contact, etc. Et donc, ce que vous faites à ce moment-là, c'est de dire, OK, ce Nullifarm, c'est un match ou c'est un miss. Donc, c'est un peu comme sur Tinder. OK, ben, Nullifarm est un match. J'écris pourquoi c'est un match et ça va se retrouver dans l'onglet match. Ici, c'est fini.
Et si c'est un Miss, eh bien, Cubic Farm System, c'est un Miss. Vous cliquez sur Miss, vous dites pourquoi c'est un Miss, etc. Et ainsi, une fois que vous avez revu tout votre Golden Basket, vous vous retrouvez avec une shortlist qu'il est possible d'exporter, qu'il est possible de mettre dans des listes qui sont évidemment gérables comme vous voulez, auxquelles vous pouvez attacher des tags qui correspondent peut-être à votre système interne de nomenclature, hein, si vous travaillez avec des projets, des TRL, etc. Ça se partage. Vous pouvez suivre la société pour être notifié ultérieurement de toutes les modifications détectées dans leur environnement. C'est utile aussi pour afficher tout ça en table et donc de trier par tag ou par quoi que ce soit. Donc en fait, une fois que vous avez revu votre Golden Basket, il y a deux cas. Soit vous êtes satisfait, vous avez trouvé ce que vous vouliez, soit vous ne l'êtes pas et vous demandez une nouvelle livraison. Et ceci va prendre en compte le feedback que vous avez donné, à la fois au niveau technologique et aussi au niveau humain. Et 2 jours ouvrables plus tard, vous allez recevoir un deuxième Golden Basket qui va raffiner ou étendre en fonction du cas d'usage avec d'autres entreprises. Euh, Tout à l'heure, j'ai montré un cas sur Human Tumor Targeting qu'on a mis ici en démo. Évidemment, c'est anonymisé. Et donc ici, nous avons Eucure Biopharma qui, d'après la technologie et validée par l'humain, considère que Eucure Biopharma est le plus proche du briefing qui a été résumé ici. Alors, ok, bah, disons, c'est un match, perfect match, mettons. Je ne veux pas la mettre dans une liste et je confirme. Elle va se retrouver dans les matchs. Pareil ici, la suivante. Ça, rapidement, je considère que c'est un miss parce que c'est pas le modèle économique que je recherche. Clac. Oups, sorry. Confirme. Ça va se retrouver dans les miss. Et donc ainsi, c'est assez facile de passer en revue en fait les candidats qui sont proposés et qui ont déjà été validés par la technologie et par les équipes de Novable. Donc l'objectif étant de faire gagner du temps aux équipes internes tout en étant exhaustif. C'est-à-dire que la promesse que Novable fait, c'est que quelle que soit la complexité du briefing, si ça existe, on va le trouver. Donc, c'est au-delà d'une technologie qui est mise à disposition, puisqu'il y a un engagement de qualité de résultat, il y a un engagement de résultat et un engagement de qualité. Donc, c'est pas juste un SaaS où on laisse nos clients se débrouiller sur comment l'utiliser, on garantit ces résultats. Et donc, promesse, si ça existe, on le trouve. Et seconde promesse, livraison en moins de 2 jours ouvrables, ce qui permet de livrer des résultats de niveau consultance tout en faisant effet de levier sur la data et sur l'IA. Et puis, dernière chose que je peux vous montrer ici, c'est évidemment avec l'émergence des LLM, nous avons développé Scott, qui est un agent conversationnel qui vous permet d'obtenir des résultats en temps réel, mais qui ne sont pas validés par un humain. Donc, c'est une sorte de trade-off, c'est-à-dire qu'en fonction du cas d'usage, vous pouvez utiliser Scott pour avoir des résultats immédiats, pour explorer un sujet, pour préparer un briefing normal. Donc, c'est un peu le chat GPT du startup scouting, sauf qu'il est évidemment optimisé pour le scouting. Il exploite la base de données d'insights de Novable et on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, dans toutes les langues, je ne sais pas moi, donne-moi des sociétés qui utilisent l'IA dans le traitement génomique en France. Je dis n'importe quoi. La première chose que Scott va faire, c'est de lister une série d'entreprises qui correspondent à ce que vous avez écrit là. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, celle-là m'intéresse, dis-moi en plus, résume-moi l'activité de Acobium en 10 lignes. Et avec une traduction en anglais, ou fais-moi un executive summary pour mon management sur cette catégorie-là, ou dessine-moi une table et compare-moi à Cobium avec Genoscreen en fonction de tel et tel et tel et tel et tel critère. Donc, c'est une façon, en fait, d'obtenir de l'information lors du scouting immédiate,
de qualité puisqu'elle a été validée par la technologie Knowable, mais elle n'est pas garantie, elle n'est pas validée par un humain. Et donc, c'est un bon complément avec les campagnes traditionnelles. Donc, 10 morts davantage sur Axone, par exemple. Et donc, voilà, cette plateforme montre la collaboration possible entre une grande entreprise et la technologie. Mais alors, il y a un troisième intervenant qui est l'expert Knowable. Et donc, encore une fois, c'est la collaboration entre ces trois entités qui fait que le résultat est intéressant. Chaque client chez Knowable a son expert dédié, avec des onboardings personnalisés, avec des réunions de suivi régulières, de façon à ce que réellement l'impact soit là. Voilà, Axon a donné son petit résultat, et donc compare-moi les deux premières de la liste dans une table avec comparaison des modèles économiques et des fonctionnalités technologiques, plus firmographics utile. Voilà, par exemple. Et donc, là, il va dessiner une table. Enfin, voilà. Donc, il y a moyen de faire beaucoup de choses tout seul. Mais la vraie Rolls-Royce, en fait, sont les campagnes qui sont soumises par ici. Et donc, dernière chose que je peux dire là-dessus, c'est que ici, Knowable, c'est une solution de scouting de start-up, d'entreprises innovantes, sur des projets industriels très, très précis, donc activity-based. Ce que nous sommes en train de faire là maintenant, c'est l'affaire de quelques semaines, c'est d'ajouter, pour l'instant, vous avez un Golden Basket de start-up. Nous allons ajouter un Golden Basket de brevets, un Golden Basket d'articles scientifiques. Donc en fait, on va élargir les types de données, puisqu'on a de plus en plus de clients qui cherchent pas seulement des entreprises, mais des solutions innovantes. Et donc la solution peut ne pas être seulement incorporée dans une startup, mais peut aussi faire l'objet d'autres choses. Et donc en multipliant les perspectives, on va rencontrer plus l'intérêt de nos clients, et c'est particulièrement demandé par nos clients dans le secteur de la santé, puisqu'ils sont des consommateurs très importants de ce genre de data. Merci Laurent. Voilà, merci voilà, et je répondrai à toutes vos questions, évidemment. Oui, on y répondra à la fin, bien évidemment. Je reprends le partage. Merci. Voilà. Donc dans cette dernière partie, nous allons évoquer les leçons tirées par DPL, donc des leçons basées sur des collaborations justement plus spécifiques à l'industrie de la santé et de la pharma, avec des use cases précis pour illustrer tout ça. Donc l'un des premiers enjeux pour la collaboration entre une start-up et des laboratoires pharma, c'est justement la compatibilité culturelle. C'est vrai que ce sont deux mondes assez différents. On constate que les startups sont plus dans une dynamique de rapidité, avec une flexibilité accrue et une forte recherche de financement, tandis que les laboratoires pharma, dans leur dynamique d'innovation, sont beaucoup plus prudentes et très, très encadrées donc par le réglementaire, la sécurité et la réglementation en général. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait des gatekeepers, donc comme le rôle actuellement de Digital Pharma Lab dans plusieurs de ses missions, pour pouvoir assurer que ces collaborations se passent bien, les accélérer pour les startups bien évidemment, mais aussi pour pouvoir sortir des contraintes habituelles des laboratoires. Donc, un exemple concret de business case est la collaboration, le partenariat entre Servier et la startup Epigen Lab, qui au final a pris plus d'un an parce qu'au niveau du laboratoire, il y a eu d'énormes contraintes qui ont été ajoutées, qui ont surtout complexifié le contrat avec une trentaine de pages qui étaient juste des clauses finalement. Et donc, plus d'un an pour un partenariat. Et on sait que dans le contexte des startups, un an, c'est très, très long
pour nouer un partenariat, surtout quand on pense au fait que les startups recherchent des financements d'une manière assez rapide. Le deuxième enjeu, c'est la compatibilité humaine qui est essentielle et qui passe par deux axes. Donc, par l'évaluation des équipes euh, et de l'humain fondamentalement. Donc, on a les soft skills, on a les hard skills et comment les personnes travaillent ensemble, comment les personnes voient le projet, justement, qui sera porteur du projet, et ainsi que la confiance, car il est nécessaire d'avoir une relation de confiance pardon, dans le cadre de ces partenariats. Et ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a une différente dynamique, car au sein des startups, la relation de confiance est basée sur une personne, les membres de la startup. Donc même si la personne demain elle change de startup, on peut toujours rester en relation et voire même continuer le projet avec d'autres membres de la startup. Tandis qu'au sein des laboratoires, c'est un peu plus complexe, car souvent on lie un projet à une fonction et non une personne. Et souvent, il y a des projets qui tombent à l'eau car la personne, justement, a évolué, car souvent il y a des évolutions de poste. Et des projets qui tombent à l'eau alors qu'ils étaient très très pertinents et très très intéressants, car il n'y a plus la personne qui portait ce projet-là. Et enfin, le troisième enjeu, c'est de créer des collaborations, actionnables et productives en passant par, les 2 premiers axes que je vous ai présentés, donc la compatibilité culturelle humaine, mais aussi, la convergence, des objectifs. Et pour cela, on a 4 petites, success stories, de Digital Pharma Lab. Donc tout d'abord, on a, l'initiative Coalition Next, qui consiste à regrouper, des industriels, des hôpitaux, des institutions et aussi des associations de patients ou des représentants de patients. Et on a une petite success story qui est Calmedica, donc, qui est une start-up qui a réussi à travers Coalition Next à collaborer justement et faire des expérimentations au sein de 5 hôpitaux et qui a pu travailler avec 3 laboratoires. On a aussi l'émission de scouting qui complète justement la présentation de Laurent. Et c'est justement ce que l'on trouvait intéressant parce qu'on se disait qu'avoir une présentation globale du scouting à travers toutes les industries, ça peut être très très enrichissant et ça pourrait inspirer justement le secteur de la santé qui fait aussi beaucoup de collaborations. Et en 4 ans de scouting au sein de Digital Pharma Lab, on a organisé plus de 240 pitchs de startups justement qui sont venus présenter leurs solutions devant des membres des directions de laboratoires pharmaceutiques, des porteurs de projets, et ainsi que plus de 20 missions worldwide, donc où on est parti chercher des startups un peu partout dans le monde, justement pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. On a un autre type de mission qui est la due diligence. Vous avez sûrement vu passer la communication justement sur le partenariat de Remedy Labs qui a pu obtenir justement un investissement d'une assurance d'un montant de 3 millions d'euros. Donc, ce qui montre que justement les collaborations sont très très importantes et elles catalysent vraiment l'innovation. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer, surtout dans le secteur de la santé. Et enfin, on a un accompagnement qu'on a fait, pour Sanofi, qui a duré 2 ans, avec la start-up, Procurement, qui a consisté en un scouting pour commencer, donc la recherche, de solutions et qui ensuite a continué avec un matching, et un accompagnement contractuel et une alliance au final sur le long terme. Et justement, on a une petite anecdote sur ce sujet, c'est que, au sein de cette collaboration, on a constaté que au sein de Sanofi, au bout des 2 ans, bah, les personnes qui étaient là au début n'étaient plus les mêmes. Donc les porteurs de projet étaient différents, tandis qu'au sein de la startup, c'était toujours les mêmes personnes qui portaient le projet. Voilà. Donc on va passer à la question de Q&A. Je vais reprendre les questions du chat. Donc je vais les prendre dans l'ordre. Euh, donc première question. Je sais pas, je vais arrêter le partage. Voilà.
Donc première question, bonjour, y a-t-il des spécificités en fonction de l'activité de l'entreprise ou bien ces matrices sont-elles généralisables à toute entreprise? Donc c'est pour Laurent. Oui, alors on parle du Corporate Venturing Framework ici. Le framework peut être utilisé par n'importe quel secteur, puisque il a été construit avec des interactions de quasiment tous les secteurs, tous secteurs confondus. La particularité, en fait, c'est la sélection parmi les 100 objectifs stratégiques, les 100 bénéfices. Euh, la sélection de ces bénéfices sera très liée à votre entreprise et au secteur. Donc, il y en a qui ne seront d'office pas applicables en fonction du secteur ou même en fonction de l'environnement de votre entreprise, mais c'est applicable pour n'importe quel type de secteur et de boîte. Seconde question, est-ce que le travail peut être fait à l'inverse? Donc à savoir, est-ce que, une start-up ou une institution publique peut utiliser, l'outil Novable pour identifier des corporates? Alors, ce serait possible, mais avec Novable, ce ne sera pas utile, enfin pas utile, ce ne sera pas efficace, puisque notre base de données, elle tend à l'exhaustivité sur les entreprises innovantes. Donc, on dit start-up pour faire simple, mais ça peut être n'importe quel type d'entreprise ou même de département d'innovation de boîtes plus grosses ou de département de recherche universitaire ou des ASBL, par exemple. Mais ce n'est pas une base de données de corporate. Donc, utiliser la technologie pour le faire serait possible, mais avec Novable, ce ne serait pas efficace. D'accord, Maintenant, il y a d'autres moyens pour faire ça, bien sûr. Ouais. d'accord, merci Laurent. Quelles sont vos sources d'informations sur les startups et à quel rythme les infos sont-elles mises à jour? Alors, excellente question. Nous sommes une boîte technologique, donc nous avons des crawlers intelligents qui crawlent le web. Globalement, on identifie automatiquement un site web d'une entreprise innovante, pas spécialement une start-up, mais il faut qu'il y ait un pattern d'innovation dans son contenu. Donc, on digère le contenu des sites web, les mentions dans les news, les flux sociaux, les brevets s'il y en a, tout type d'informations qu'on peut collecter pour constituer un contexte informationnel autour de chacune des entreprises. Et ce contexte informationnel, c'est la matière première sur laquelle nos algorithmes de matching travaillent. OK. Donc, on se base sur l'activité, puisque notre technologie elle est capable de comprendre l'activité en temps réel, à l'échelle et dans les détails. Donc, on capte toute l'information sur l'activité. Et puis, on enrichit d'un point de vue financier et filmographique avec des partenaires en data. OK. Votre prestation s'arrête où? Y a-t-il une durée limite ou un livrable final qui signifie la fin de la prestation et quels sont les tarifs d'une telle prestation? Alors, j'imagine qu'on parle aussi du Corporate Venturing Framework. Oui. Euh, alors, en fait, la façon la plus rapide, c'est de se procurer le livre, disponible sur n'importe quelle plateforme Amazon. Mais sinon, ce qu'on fait pour aider nos clients ou n'importe quelle entreprise, ce sont des workshops de 2 jours avec jusqu'à maximum 20 personnes qui travaillent dans les directions innovation, avec souvent aussi des représentants des business units qui sont concernés par le corporate venturing en général ou par la collaboration avec des startups ou l'innovation. Et à la fin des 2 jours, on livre un, enfin, le livrable qu'on donne, c'est des objectifs clarifiés, une liste de modèles d'engagement potentiels avec les points d'attention et les indicateurs clés. Et alors après, le travail se fait en interne. On a des partenaires consultants, parce que nous ne sommes pas des consultants nous-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est pas le modèle économique de Novable, mais on a des partenaires consultants qui peuvent continuer l'accompagnement. Mais nous, ce qu'on fait, c'est des workshops de 2 jours. Et alors, par contre, si la question est relative au scouting, nous, notre mission s'arrête lorsque le client a trouvé les partenaires d'innovation ou les startups qu'il voulait et qu'on a fait l'introduction. Optionnellement, on peut organiser des corporate demo days, on peut contacter les entreprises au nom de notre client, ce qui lui permet de rester anonyme de façon à capter de l'information qui n'est pas publiquement accessible et puis faire des tableaux comparatifs. Donc en général, on s'arrête au moment où la collaboration commence, puisque là, le client le fera mieux. Mais tout ce qui se passe avant, on le fait. OK. Il y a une question, on a déjà répondu en partie, donc c'était comment est assurée la mise à jour de la base de données de Novable? Ah oui, Et la oui. seconde question, c'est comment s'assure qu'on ne trouve pas de start-up justement? Oui, alors
La mise à jour, elle se fait sur deux dimensions. Elle se fait d'abord sur une dimension horizontale, c'est-à-dire de capter le plus possible de startups ou de sociétés innovantes. Et là, nos crawlers, ils sont là en permanence. Donc, il y a un processus constant de captation de startups. Et puis, il y a Mhm. une dimension verticale qui consiste à mettre à jour et trouver le plus possible de data points qui expliquent leur activité. Donc, par Ok. exemple, une startup, ça peut mourir très, très vite, hein, il y en a beaucoup qui meurent. Et donc, la fréquence de mise à jour de cette dimension verticale permet de savoir son niveau d'activité. Est-ce que son activité est croissante, décroissante? Est-ce qu'elle est atone? Est-ce qu'elle est agonisante? Est-ce qu'elle est morte? Ou au contraire, est-ce qu'elle. Voilà. Et ça, c'est la dimension verticale. Et la fréquence de mise à jour, elle est, on va dire, mensuelle. En général, moins d'un mois. C'est très rarement nécessaire et de toute manière, il y a une validation humaine après qui. Voilà. Ok. Comment sont référencées les startups présentes dans l'outil Novable? Alors, bah, je l'ai Ouais, on expliqué. a répondu. Ouais. Oui. Et une question, avez-vous collaboré avec d'autres laboratoires que Sanofi? Vous en aviez présenté quelques-uns au début. Ça, Et est-ce c'est que... pour vous. C'est Ah, pour vous, je pense. ok, bah, je me posais la question. Donc oui, on a collaboré avec d'autres laboratoires autres que Sanofi, parce que Digital Pharma Lab est justement spécialisé dans l'accompagnement des laboratoires pharmaceutiques. Et est-ce que les business analysts peuvent intégrer des data héroïnes de la collaboration? Oui, les business analysts peuvent bien intégrer de la data pour la collaboration. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En attendant, je vais partager mon écran pour vous. Voilà. Normalement, vous avez le QR code qui s'affiche pour pouvoir donner votre avis. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ou pas? Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous laisse le QR code pour que vous puissiez répondre et donner votre avis. Comme ça, on va récolter vos feedbacks et justement, pour les prochains webinaires, on va pouvoir les prendre en compte. Et voilà. Ah, peut-être qu'il y a d'autres questions pour Laurent. Euh, Avez constaté un ralentissement du nombre de startups créées? Euh, non, pas spécialement. Il faudrait que je pose la question à notre département technique parce qu'on suit, en général, on ajoute plusieurs milliers de nouvelles startups par mois captées par nos crawlers. Et il faudrait que j'aille revoir la courbe, mais je n'ai pas l'impression. Par contre, il y a une évolution dans la maturité. Et ça, c'est dû aux politiques d'investissement des VC qui maintenant investissent plus dans la rentabilité et moins dans la croissance. Et donc, ça a un impact sur la mortalité des startups. Mais dans la création, je ne pense pas. À vérifier, hein. Bon, bah, parfait. Il est 13 h, donc on va arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation au webinaire. Et merci beaucoup aussi, Merci. Laurent. C'était Avec très plaisir, merci à vous. intéressant de découvrir l'outil Novable. Oui, merci. Merci à vous pour l'opportunité. Et rendez-vous pour un prochain webinaire. On va bientôt vous envoyer la newsletter. Et surtout, merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup à tout le monde.